réaliser un court-métrage de genre quelques secrets de fabrication fantastique pour éviter de plonger dans l'horreur. Vous avez compris, c'est une rencontre autour du court-métrage. Je remercie vraiment chaleureusement les réalisateurs des courts-métrages. Et donc, la rencontre sera animée par Thierry Méranger, critique et membre du comité de rédaction des Cahiers du cinéma et auteur de l'essai Le court-métrage. Bonne rencontre à vous. Merci beaucoup. Bien, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, nous allons aborder cette question du cours sous l'angle d'abord de la fabrication, ce qui ne veut pas dire que vous ne pourrez pas être amené à un moment de la rencontre à poser des questions sur le produit fini, on va dire, puisque vous avez, j'imagine, assisté à cette belle séance de la sélection court-métrage du Festival de Gérardmer. Alors, ce qui m'a frappé en voyant les films, au-delà de leur excellence et du fait qu'ils formaient un très très beau programme, c'est que, en particulier en lisant les génériques, c'est que les films ne naissent pas tout à fait égaux. À savoir que certains films, visiblement, ont été le fruit de petites équipes, de bénévolat, de beaucoup, on va dire, de bonne volonté, voire peut-être même du système D aussi. D'autres films avaient réussi à travailler avec de véritables équipes de production, avec des gens peut-être qui ont été payés. Et donc c'est un petit peu là-dessus que je voudrais m'adresser à vous, pour que vous nous racontiez, d'abord brièvement chacun, dans quelles conditions vous avez réussi à fabriquer et à produire votre film. Est-ce que ça a été un long chemin de souffrance, de larmes, de sang et de sueur, ce qui va très bien avec le thème du festival. Ou est-ce que finalement vous êtes trouvé sur un cycle, dans des cycles vertueux qui ont fait que tout a très bien fonctionné tout de suite. J'en profite pour vous demander, lorsque vous prendrez la parole, de nous dire où se place ce film dans votre filmographie, ce que vous avez fait avant, si c'est le cas. Peut-être, on va prendre peut-être les films dans l'ordre dans lesquels ils ont été montrés pour commencer. Je vais m'adresser à Thomas au prix de la chair. Bonjour à tous. Pour faire ma petite expérience, en fait, c'est que je suis initialement chef opérateur électro sur pas mal de courts-métrages peu produits, on va dire. Donc j'ai l'habitude du système D. Et donc je suis passé à la réalisation pour ce cours. C'est mon premier court-métrage en tant que réalisateur. J'ai réalisé 2, 3, 4 clips avec très peu d'argent déjà. Mais la fiction pure, c'était mon premier court-métrage. Et donc ce qui était important, c'est que on ne peut pas vraiment... c'est plus difficile d'avoir des financements quand c'est son premier projet en tant que réalisateur. Donc, ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait que je fasse un scénario qui soit peu cher à concrétiser. Mon but était d'avoir vraiment une visibilité, donc faire quelque chose qui corresponde aussi à comment sont sélectionnés les films en festival. Donc, quelque chose de court, quelque chose de conceptuel, rester dans le genre, et voilà, un peu tout ça. Et j'avais cette idée de reflet dans l'œil depuis un certain temps. Je me suis toujours dit que c'était quelque chose qu'il fallait exploiter parce que ça correspondait bien au genre. Mon travail dans la lumière fait que je savais comment à peu près le faire, et ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai aussi la chance d'avoir des amis qui travaillent avec moi depuis plus de 10 ans et qui m'ont aidé donc avec qui j'ai travaillé, parce qu'on a fait le film avec très peu de moyens, mais on l'a fait très sérieusement. On était 7 sur le tournage, acteurs compris. J'ai fait la lumière et la réal. Là, il n'y avait pas d'assistant réa, il n'y avait même pas d'ingé son sur place, il n'y avait qu'un mixeur après. Il m'a dit comment placer les micros, je l'avais sur WhatsApp en vidéo. C'était vraiment très système D. Mais on avait du matériel, c'est des gens avec qui j'ai une vraie synergie et qui étaient à fond avec moi. Et voilà, donc j'ai eu aussi la chance, c'est un plan séquence, donc j'ai pas eu de montage particulier. Il y a des zooms, mais sinon c'est un seul plan séquence. Et après, quand ça passe au noir, c'est un second plan. Mais du coup, il n'y avait pas trop de montage à faire non plus. Donc à la fois, c'était ambitieux et simple. Et je pense que
c'était pertinent, en tout cas, parce que, objectivement pertinent de faire ça, un film court, conceptuel. Et ainsi de suite. Par exemple, c'est en intérieur, uniquement dans une pièce, donc c'est-à-dire que je ne vais pas avoir de problème de météo, je ne vais pas avoir du son externe qui va vraiment perturber le film. C'était plein de petites choses comme ça qui ont fait que malgré le fait de l'absence de financement, le film a pu se faire et se faire bien. Et voilà. Juste, absence de financement, mais on est là pour aller au fond des choses. Quel budget? Alors en tout, là pour l'instant, il est à 2000 euros. Mais donc le film, il n'y a pas beaucoup de lieux, tout ça, tout. On avait nous-mêmes le matériel, parce qu'en fait, j'ai quand même mes amis très proches de longue date qui ont leur boîte de prod, qui ont du matériel. On m'a financé une partie de la post-production. Donc cumulé, ça devait faire 2000 euros. Et là, en fait, j'ai presque l'impression que l'envoi en festival va coûter aussi cher que le film. Parce que les prix, envoyer les films dans les différents festivals, c'est un budget monstre. Et voilà, donc après, ça coûte 2000 euros, mais j'ai payé personne. Je commençais à payer chaque personne. Si j'avais dû louer le lieu, si j'avais dû payer un effort, voilà, là, ça aurait augmenté naturellement. Là, il coûte peu cher, mais c'est uniquement car des gens ont été avec moi et se sont donnés gratuitement. Sinon, ça aurait augmenté très vite. Idem pour le logement de l'équipe. C'est le seul truc que j'ai vraiment j'ai tenu à ce que l'équipe soit bien logée, bien nourrie. Donc c'est là-dessus en fait presque c'est ce qui a coûté presque le plus cher parce que je sais que je pouvais pas les payer et je trouvais ça important que si le film n'avait pas de vie après ou quoi, il fallait qu'ils aient une bonne expérience de tournage et donc je me suis dit il faut investir. On avait déjà le matériel, tout ça, tout. S'il faut investir, c'est là-dedans. Donc j'ai fait en sorte qu'on soit dans des bonnes conditions de confort de tournage. Et voilà, donc c'était important. Merci Thomas. Je pose la même question à Jean-Michel pour Darkcell. Alors, a priori, très différent dans la conception. Ah oui, mais c'est ça qui est beau en fait. Il y a plein de façons de faire différentes. Ouais, alors en fait, moi, pour te répondre, Thomas, en fait, parce qu'il y a un truc que tu dis, quand tu dis oui, c'est mon premier court-métrage, j'ai pas eu de financement. C'est pas mon premier, j'ai pas eu de financement non plus. Donc voilà, en fait, je pense que ça dépend pas forcément si c'est ton premier ou ton 10e, c'est juste qu'il y a des genres qui passent et il y a des genres qui passent pas. Et le genre science-fiction, il passe carrément pas du tout, en fait. Donc pour Darkcell, moi en fait, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours parce que sinon on comprend pas trop comment j'ai fait ça. Parce que moi en fait j'ai bossé pour Ubisoft, donc 15 ans, donc je suis toujours d'ailleurs, modeleur, graphiste, tout ça, réalisateur des séquences cinématiques d'Ubisoft. Et j'ai quitté Ubisoft pour créer ma propre boîte d'effets spéciaux. Donc en fait je fais des effets spéciaux, c'est mon métier. Je fais ça toute la journée pour des films, pour des séries, pour des trucs à la télé, le monde de Jamie, tout ça, c'est moi qui fais ça. Donc, je sais pas s'il faut regarder ça. Et voilà, je voulais faire un film un petit peu qui blaste, voilà, parce que je suis fan de science-fiction. Et je voulais pas faire de la science-fiction parce que généralement, justement, pour des questions de coût, généralement, quand tu te dis je vais faire de la science-fiction, qu'est-ce que tu fais? Ce qui coûte le plus cher, c'est le décor. Tu vas aller mettre une feuille décor, tu vas aller mettre un tuyau d'aspirateur, et tu vas dire je suis dans un vaisseau spatial. Généralement, c'est ce qui se passe et c'est exactement ce que je voulais pas faire. Moi, je voulais faire un truc, voilà, je voulais un truc qui ait un petit peu de gueule, quoi, graphiquement. Donc j'ai commencé à faire des devis, à demander un petit peu autour de moi combien ça coûte pour faire ça, parce que j'avais déjà designé un petit peu l'intérieur, je savais ce que je voulais faire. Et ça coûte très cher, parce qu'en France, c'est pas, voilà, c'est quand vous engagez des gens, des décorateurs, et je suis pas du tout en train de critiquer, c'est des gens qui méritent amplement ce qu'ils demandent, mais moi, j'avais pas ce budget-là. Donc à l'époque, j'étais en train de tripatouiller avec des imprimantes 3D, je me suis dit, écoute, le décor, je vais le faire moi tout seul, parce que sinon, mon film, j'y arriverai jamais. Donc tout ce que vous avez vu, c'est fait avec 5 imprimantes 3D. Ça a pris 2 ans à faire. Alors, quand je dis ça, tout le monde dit, oh, 2 ans, il est complètement fou. Mais j'ai pas fait que ça, parce que j'ai quand même une vie, donc j'ai travaillé, j'avais une vie normale et tout, machin. Et donc voilà, mais c'était juste que voilà, je rentrais le soir dans mon local, j'avais un local de 80 mètres carrés où je montais le truc tout seul. Et voilà, donc ça a pris 2 ans. Ensuite, il y a eu 6 jours de tournage. Donc là, le tournage, pour le coup, alors moi, parce que j'ai financé ça avec ma société de post-production, qui s'appelle AJM Studio.
Et donc on parle de budget, donc ça a coûté plus de 100 000 euros. Mais si j'avais dû payer tout le monde, enfin, si j'avais dû passer par le process normal, c'est-à-dire engager des gens pour faire le décor, engager des gens pour faire les effets spéciaux, oui, parce que les effets spéciaux, c'est moi aussi qui les ai fait, sinon c'est pas drôle, ça aurait coûté entre 600 et 700 000 euros. Donc c'est le genre de truc, c'est juste pas possible. Donc voilà un petit peu le process pour faire Tarzan. Et la question des acteurs, le casting par exemple? Alors le casting, moi le truc c'est qu'en fait j'ai pas eu l'idée du film au début, j'ai eu l'idée du casting. Parce que j'avais déjà vu Alain Fidelins qui joue dans mon film, qui joue le méchant, je l'avais vu dans Braco. Et dans Braco, ce type m'avait effrayé. À un moment donné, il regarde un acteur, il dit toi je vais te buter. Et j'ai dit oulala, lui c'est vraiment. Et je l'ai contacté, je le connaissais pas par son agent, tout ça. Et il m'a dit ouais, je fais ton film et tout, c'est super. Et j'avais donc cette idée d'avoir Alain Fidelins, en gros la grosse brute, et un autre gars que je connaissais qui s'appelle Jonathan Pino Bonetti, qui est pas du tout acteur, enfin qui pense qu'il n'est pas acteur, mais moi j'ai vu un potentiel d'acteur, et qui est un gars beaucoup plus frais, et je me suis dit, mais ça serait marrant, des fois on pense à une idée comme ça, et puis on part sur un film, sur une écriture, ça serait marrant d'avoir ces deux gars-là dans un lieu clos, parce que quand on fait un court-métrage, il faut penser en termes de lieu clos, parce que sinon ça coûte trop cher. Et je voulais un truc qui a un petit peu de gueule, donc je me suis dit, bah, on va faire ça dans l'espace, parce qu'on va mettre un hublot, et puis il y aura un fond vert, et puis on aura l'impression qu'on est dans l'espace, juste à cause de ce hublot-là. Donc voilà, donc l'idée est venue de là, et c'est ce que j'appelle la théorie du frigo, c'est-à-dire le soir avant rentrer chez vous, vous ouvrez votre frigo, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Ben, vous regardez vos ingrédients. Ben, qu'est-ce que j'avais? J'avais deux acteurs, j'avais un décor que j'avais déjà designé, et je me suis dit, ben, qu'est-ce que je vais raconter là-dedans? Et j'avais envie de raconter un truc un petit peu original, avec une fin originale. Donc en fait, vous savez que vous avez une fin que vous voulez originale, donc en fait, vous arrivez... vous écrivez pour arriver à votre fin. C'est toujours le truc qui est le plus pratique et que je conseille à tout le monde, ne commencez jamais un script sans savoir la fin. Voilà. Donc voilà. Donc pour vous, les acteurs sont rétribués? Ah oui, bah pour cette production-là, en fait, j'ai rétribué tout le monde, mais au tarif, en fait, il y a un tarif spécial pour les courts-métrages. Je sais plus ce que c'est, mais oui, tout le monde a été rétribué. Et bon, moi, c'était parce que voilà, c'était dans le cadre de ma société de production, tout ça, et puis voilà, je voulais vraiment payer tout le monde, parce que j'avais fait déjà pas mal de courts-métrages, j'en avais fait presque une dizaine, et sauf l'avant-dernier qui était un gros truc avec Pascal Demelon et Stéphane Mesguer encore, mais tous les courts-métrages avant, pareil, j'avais payé tout le monde, et au bout d'un moment, quelque part, vous vous sentez un peu coupable, vous dites, bon, j'en ai marre d'appeler les mêmes gars et de leur dire à chaque fois, oh, les gars, bon, bah, aidez-moi au secours. Donc, voilà, là, je m'étais dit, non, là, c'est quand même un gros truc, c'est un gros bousin, il y a des effets, il y a des machins, donc là, je vais payer tout le monde. Mais ils n'ont pas été payés comme vous êtes payés sur un long métrage, malheureusement. Mais bon, j'espère que pour les prochains, je pourrai. Entendu. Voilà, c'est un message. Maintenant, à vous, Julien, pour Girls. Cas de figure un peu différent, je pense. Oui, alors, en fait, cas de figure différent. En fait, avec mon ami qui était stagiaire dans une boîte de production, m'a dit écoute, de toute façon, toi et moi, on a envie de faire du long métrage. Ce scénario, on y croit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le produire nous. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un prêt, que je rembourse encore aujourd'hui, de 100 000 euros. Et j'ai tourné mon film qui s'appelle Magicor, en 37 minutes. Le problème, c'est que comme nous, l'idée c'était de faire un long métrage derrière, on n'avait pas calculé le coût des festivals. Donc, quand on s'est retrouvé avec un 37 minutes, tout le monde nous a dit bah non, en fait, vous n'allez pas en festival, parce qu'il est trop long votre film. C'était il y a 10 ans en plus. Donc, avant, on pouvait se dire bon, tiens, on va enlever 7 minutes et on va passer sous la barre des 30. Et pas du tout, à l'époque, c'était vraiment 15-20 grand max. Donc, on s'est retrouvé avec ce film. Et bon, le signe du destin, comme quoi, quand on se bat vraiment et qu'on essaye et qu'on y croit, il y a un monsieur qui l'a remarqué, on l'avait envoyé à Cannes, et vraiment, on savait que c'était mort, hein, mais il y a un monsieur qui l'a remarqué qui nous a organisé une projection au Palais du Festival, dans une petite salle. Et il y avait énormément de producteurs qui avaient été invités par ce monsieur, il remettait la caméra d'or à l'époque, c'était Stéphane Natelier, je crois. Et il nous avait organisé une petite projection comme ça, et c'est là que je fais la rencontre de ma vie, en fait, hein, qui est mon producteur aujourd'hui, qui m'a accompagné depuis toutes ces années, qui s'appelle Vincent Roger, qui a vu en moi un potentiel et qui m'a dit écoute, Julien, je vais te développer sur un long métrage. Et ensuite, j'ai cru que là, ça y est, ma carrière était partie, tout le monde me disait, en plus, quand les gens voyaient Magicor, ils disaient oh, putain, c'est super long maintenant, c'est sûr et tout. Et en fait, pas du tout. En fait, j'ai passé 10 ans de galère parce que malgré l'accompagnement que j'avais de mon producteur, qui était un super producteur, hein, humainement et professionnellement,
Le film que j'ai écrit, moi je suis pas du tout dans le genre à proprement parler, c'est-à-dire que je suis plus James Gray que John Carpenter dans ma cinématographie. Et du coup, le sujet proposé pour un premier film est très sombre. Ça parle d'enfants massacrés par des démons. Et c'était compliqué pour moi, vu l'industrie, que les distributeurs me fassent confiance, et surtout sur ce sujet-là. Donc j'ai passé 10 ans à essayer de trouver un casting, enfin déjà 3 ans à écrire mon film. Ensuite, là, le moment du casting, on trouve enfin un casting, et Covid arrive, et post-Covid, je me fais planter par tout mon casting et le distributeur qu'on venait de trouver. Donc je me retrouve en fait à zéro, je me retrouve jeune papa, avec rien d'autre dans mes mains que mon potentiel de monteur, parce que je suis monteur initialement. Et Vincent, je vais le voir, mon producteur, je dis écoute Vincent, moi je vais arrêter, aujourd'hui il faut que je vive, quoi. En fait, je ne peux plus me nourrir d'espoir, j'ai une famille, enfin voilà. Et il me dit non, Julien, il ne faut pas que tu arrêtes, ce serait du gâchis. Donc ce qu'on va faire, c'est que je suis en train de produire un film avec une plateforme, donc Netflix pour pas le nommer. Et il me dit écoute, pour parler à ces gens-là, je me rends compte que ton cinéma, en fait, il est super, c'est ton identité, c'est voilà, j'aime beaucoup, c'est sur ça que moi je te fais confiance. Il dit maintenant, le problème c'est que il faudrait que tu fasses un pas vers l'industrie, que tu essayes de basculer un peu plus dans une démonstration, dans quelque chose qui est plus ouvert, qui est plus mainstream, qui est plus populaire. Alors, ça peut être vulgaire comme ça, mais moi j'ai envie de faire du cinéma qui va plaire au public, avant de plaire à des festivals. J'ai vraiment envie d'être en communion comme ça, de faire du cinéma populaire. C'est vraiment mon but, de divertir. Et je me suis dit, ok, donc qu'est-ce que tu proposes? Il fait, écoute, tourne-moi une séquence d'action, je te mets un petit peu de mon fond de soutien. Donc le rêve pour un réalisateur, hein, c'est vraiment, je pense qu'on n'a pas tous parlé, mais j'ai une chance inouïe d'avoir ce producteur. Je dis, je te mets un petit peu de fond de soutien, je te mets un prod exécutif, Tristan Berger de Calpafilm, qui était formidable. Et il me dit, vous tournez une petite séquence d'action, et ensuite je vais voir les plateaux, et je leur dis, lui, c'est pas réalisé. Donc, voilà, c'était sa stratégie. Et du coup, je dis, écoute Vincent, si on fait juste une séquence d'action, j'ai peur que ce soit une coquille vide et qu'on nous dise, ouais, ok, vous êtes gentil, c'est une bande démo de milliardaires en fait. Donc, et je lui dis, moi je pense qu'il faut écrire un scénario. Il me dit, écoute Julien, on est au mois d'avril, il me fait, franchement, dans un mois, je tourne la partie française de mon film Netflix, et j'ai besoin que à ce moment-là, que tu tournes. Mais c'est que j'avais pas de scénario. Mais j'avais, au bout de tout ça, j'avais une chance de faire ce court-métrage. Donc je rentre de Bruxelles, parce que le tournage s'est passé à Bruxelles de mon producteur. Je rentre et j'écris le scénario en une soirée. Je rentre en me disant, voilà, j'ai toujours essayé de ressembler à des réalisateurs que j'admire. Je me suis dit, bah vas-y, tu sais quoi, tu vas redevenir le gamin qui est dans les vidéoclubs petits, avec toutes ces jaquettes de films, et t'avais pas le pognon pour te les louer, et tu imagines tous les films que, tu vois, qu'il y avait sur les jaquettes. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais faire ce film-là, je vais faire un film de jaquettes, en fait. Et imaginez, et un film qui m'a tué quand j'étais petit, c'était Thelma et Louise. Et je me suis dit, tiens, je vais prendre ça, et je vais montrer aucun bisou entre deux nanas, je vais vraiment jouer une pureté, voilà. Et pour reprendre en fait mon thème de prédiction qui sont les enfants mangés par les démons. Et en fait là c'est l'innocence mangée par les démons. Et me voilà parti en fait dans un court-métrage de genre que je n'avais jamais exploré avant. Et j'envoie le scénario à mon producteur Vincent qui me dit écoute c'est super, vas-y. Avec Tristan on se met en préparation du film, 3 semaines, avec des séquences de cascade. Évidemment personne de l'équipe n'avait jamais fait de cascade, donc j'ai tout storyboardé. Et puis avec cette volonté de se dire ok je vais faire un film où je veux que les gens à la fin aient pris du plaisir en fait, et eu des frissons, et une émotion, et voilà. Et essayer de mélanger un peu tous ces genres-là, sans forcément aller dans l'horreur, ou dans le thriller, dans le polar, c'était vraiment un melting pot de tout ça. Et c'est comme ça qu'on était allé, au bout de 3 semaines de prépa, en tournage de Girls, on a eu 10 jours de tournage, en plein mois de mai, donc c'était je me le file il y a moins d'un an en vrai. Et c'est comme ça que derrière, Tristan, au bout d'un mois, il a vu un potentiel en montage, il m'a dit écoute, je vais peut-être l'envoyer en festival. Et c'est le premier festival qu'on fait, premier envoi, première sélection, donc en fait tout est bien qui finit bien. Donc après, est-ce que derrière ça déclenche des choses pour moi, j'en sais rien, sincèrement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je regrette toute ma vie de ne pas l'avoir fait. Et si ça devait s'arrêter de là, bah, je suis super fier parce que les gens qui l'ont vu, les gens proches me disent putain, bah, c'est toi en fait. Ce film, c'est toi. Donc voilà. Juste pour rebondir sur la question de l'interprétation, il y a une actrice qui monte en ce moment, qui est Carmen Kassovitz, sur laquelle le film repose beaucoup. Enfin, oui, non mais c'est... elle a 21 ans, je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. 21 ans, elle chante, elle danse, elle fait ses cascades, elle est extraordinaire. Moi, alors, Natacha Krief, celle qui lui donne la réplique est formidable aussi, quelqu'un qui a de l'émotion dans le regard. Et Carmen, en fait, ce qui était marrant, c'est que sur le tournage, alors, bien sûr, tout le monde l'a trouvé formidable, mais les éloges de l'équipe, vous savez, quand on vous chuchote à l'oreille au combo, c'était surtout sur les plans de Natacha. On me disait, putain, Natacha, voilà, qu'est-ce que c'est incroyable. Et dans ma tête, c'est marrant, ils ne voyaient pas Carmen. Mais en fait, ce que j'adore chez Carmen à la fin, vraiment à la fin, c'est-à-dire qu'à la fin, la post-prod, et les gens, tout le monde a dit, mon Dieu, Carmen. Mais oui, parce que Carmen, elle a mis le visage.
Cette gamine, elle a mis le visage, elle a sauvé mon film. Parce que ça a été écrit en une soirée, donc je pense qu'il y a des scénaristes, des réalisateurs, vous savez qu'on n'écrit pas un court-métrage en une soirée. Enfin, je cochais toutes les cases pour comment rater un film, en fait. Et en fait, oui, je pense que c'est un moment s'y aller aussi à l'instinct. Après, j'ai de l'expérience dans le sens où j'ai fait beaucoup de clips, j'ai fait plus d'une 50aine de clips, j'avais fait un moyen-métrage, il y a d'autres courts-métrages derrière, il y a un autre court-métrage qui a suivi aussi, donc j'avais de l'expérience de tournage, je suis accompagné par une équipe depuis 10 ans, des gens qui sont devenus des amis, donc j'étais quand même dans un confort en me disant je fais confiance, si vraiment je me plante, les gens me diront putain là, c'est chaud. Et je sentais qu'il y avait une énergie, donc je me suis dit ok. Et Carmen, clairement, c'est elle qui sauve le film à la fin quand je suis en montage et que je suis un peu battu, de par le fait que j'ai pas assez de temps d'écriture. En fait, c'est elle, par ses 1000 visages, qui m'ont permis de changer mon montage et de passer de flashback à présent. Normalement, le script, il est linéaire. Il fait 12 pages, le script. Et c'est tout droit. Il n'y a pas de flashback. Et c'est comme ça que voilà, je me suis dit, putain, mais ouais, en fait, comme elle a 1000 visages, ce serait intéressant de venir cultiver comme ça. Et puis en vrai, j'étais super convaincu, comme ça veut dire tout le monde. Moi, j'étais convaincu que je faisais une histoire d'amour, en fait. Je ne fais pas un film d'horreur. Pour moi, c'est une histoire d'amour. Et du coup, je me suis recentré là-dessus pendant le montage. Non, je vais vous raconter une histoire d'amour. Et c'est comme ça que je m'en suis sorti au montage. Belle histoire. Budget global? Budget global, je crois qu'on est aux alentours de. Il y a le producteur de 100K, 110K, quelque chose comme ça. En fait, on a eu le même un peu. C'est comme Magicorn. Ce qu'on a fait, c'est que. Comment expliquer par exemple, juste pour vous donner un exemple, on a monté le film quand on a fait Magicorn. On n'avait plus du tout d'argent avec mon pote parce qu'on a payé tout le monde et tout, il y a des ans, on payait tout le monde, enfin bref. Et on n'a plus d'argent pour la post-prod. On arrive, mais je suis monteur. Donc j'avais monté un petit bout de Magicorn et on allait courir toutes les boîtes de post-prod et on montrait le film jusqu'à ce qu'il y en ait une qui s'appelle Riposte, qui a dit ok, on fout la post-prod Bertos. Et c'est un peu ce qui s'est passé sur Girls. C'est-à-dire que Girls, on arrive avec un montage et on se dit bon, bah, on va aller faire maintenant la manche chez les post-prod. Maintenant que je te connais, c'est bon. Non, mais tu me connais pas. Je te connais, tout va bien se passer pour moi. Mais non, et puis on a fait ça, et puis voilà, la boîte de post-prod qui s'appelle Ghost et Catlas qui ont fait franchement tous les défis pour une fille sur du sud. Merci. Alors on va maintenant demander à Joris pour la croix. Oui. Alors Joris. Bonjour. Alors moi je viens de Lyon et à Lyon du coup j'ai fait pas mal de clips, j'ai fait du film institutionnel, du corpo, de la pub, j'en fais toujours, j'ai ma société qui s'appelle Splint Studio, c'est avec cette société que j'ai financé mon film à hauteur de approximativement 30 000 €. Mais j'ai pu le faire parce que toute l'équipe qui a travaillé sur le film a fait énormément de sacrifices et a su s'impliquer évidemment à fond bénévolement dans mon film. Il y a ensuite Behind de Jérémy Maillard qui est juste là, qui est venu faire les effets spéciaux. Pareil, ils ont fait beaucoup de choses pour très peu de choses. Et puis bah, évidemment mon entourage aussi s'est impliqué, tout le monde a vraiment donné sur ce film. Voilà, quoi d'autre? La question du bénévolat. Bien sûr, eh bien, tout le monde était bénévole. Et voilà, on a fait... vraiment, on a trouvé plein d'astuces pour faire des choses, on a fait beaucoup de débrouilles, des choix de caméras, de mouvements, d'FX, en passant par de la régie, jusqu'au modèle de camion sélectionné. On a essayé de faire des économies sur tout. À savoir que, oui, du coup, j'ai écrit le scénario il y a un peu plus d'1 an, et on a assez vite tourné. Mais du coup, quand j'en ai parlé à Léa et Anaïs, qui sont les 2 comédiennes du film, bah, il y a de la pluie, il y a de la nuit, il y a du nu, il y a des animaux, certains sont morts, il y a beaucoup... non, il y a beaucoup de contraintes, et voilà, et moi je savais que si on allait chercher des aides, région, CNC, tout ça, ça allait refroidir un peu l'envie de faire ce film maintenant. Et c'était un peu, moi ça me brûlait un peu les doigts de le faire. Bah, voilà, j'avais aussi la chance de pouvoir le faire, j'avais ces fonds de côté. Et puis j'ai eu la chance aussi que les étoiles s'alignent avec le casting, les équipes, tous les techniciens. Merci. Merci à vous. Je me tourne maintenant vers Rodrigue.
Alors, Rodrigue, contrairement justement à ce... Alors moi j'ai appris à réaliser en tournant des clips également, aussi bien des clips à 500 € pour des artistes que j'allais chercher, que j'admirais, pour lesquels je voulais travailler, et pour lesquels je travaillais 3 mois, n'importe comment, et aussi bien de la variété. J'ai tourné pour Maître Gims, Louis Sauvage. Et j'ai bifurqué vers la narration de manière un peu progressive, en ce sens que j'ai tourné un documentaire musical autoproduit, qui a été repéré par une petite plateforme à l'époque, qui était vue par une productrice de Canal+, qui m'a embauché pour faire un premier film produit pour Canal, un documentaire musical, il y a maintenant 4-5 ans. Moment où j'ai commencé à écrire mes premiers projets de fiction également, et où j'ai commencé à écrire Transylvanie en 2018. Et donc il y a eu 4 ans à peu près de portes fermées, de commissions qui refusaient, et c'est la région Bretagne qui a financé le film, et c'était le dernier dépôt qu'on déposait. Pour moi, le film j'avais presque fait un deuil sur le film, parce que après j'ai fait beaucoup de débrouilles, je sais faire des projets de manière, avec 500 €. J'ai d'ailleurs tourné, entre le moment où j'ai écrit les premiers mots de Transylvanie et où j'ai tourné 2 courts-métrages autoproduits, tourné au téléphone, avec les potes, en me disant que si un jour j'ai la chance d'avoir les moyens de faire ce film produit, je serais peut-être un petit peu prêt, j'aurais déjà dirigé des comédiens, je ne serais pas désemparé. Et voilà, donc ça a pris 4 ans, et la région Bretagne a, entre guillemets, sauvé le film. Donc l'existence du film tient vraiment À cette commission. À cette commission, ouais. Mais ça a tenu un film que aussi s'est posé la question à un moment donné, pas de financement, comment on fait, est-ce qu'on essaie de le faire en bricolant avec 15 000 balles? Moi j'ai toujours refusé de le faire parce que c'est un film qui, je pense, avait besoin de l'écrin visuel qu'on a pu lui donner. Merci. Alors, est-ce que c'est plus facile de réussir à tourner par le cinéma de genre, avec le cinéma de genre? J'ai l'impression qu'on rentre surtout dans une période post-Vermine, parce que c'est un film, j'ai l'impression, enfin tous les producteurs qui nous entourent, c'est un film que tout le monde attendait beaucoup, que j'adore, super film. Je sais pas si ça va changer. Clairement, moi c'est clair que dans les 4 années de financement, j'ai eu l'impression de prendre des murs. Après, c'est toujours compliqué de faire la part des choses entre savoir se dire que le texte est juste pas suffisamment bon, ou se dire est-ce que c'est vraiment des murs qui se ferment parce que d'autres genres sont privilégiés. Aujourd'hui, on a le sentiment un peu, j'ai l'impression, vous corrigerez, mais collectif, que le genre a meilleure presse depuis, je peux marquer effectivement Titane comme ce moment-là, et puis mais Vermine qui propose un cinéma plus de divertissement, plus grand public, et qui permettra peut-être de voir vivre du cinéma de genre à portée plus autoriste comme sur Titane, et du cinéma de divertissement. On le souhaite, moi je suis optimiste, j'ai l'impression que ça va plutôt dans ce sens. Une belle source d'inspiration. Bien, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, nos réalisateurs sont encore un petit peu sur le festival, donc vous pouvez les alpaguer comme ça à la sortie d'une salle. Je remercie encore ces 6 personnes d'avoir participé, joué le jeu. J'espère que ça vous a plu. Et merci beaucoup à vous. Merci à vous.